Bonjour à tous, mon nom est Yannick Bourque, je suis conseiller en urbanisme à la municipalité de Lillet et je vous présente aujourd'hui le nouveau règlement 256-2021, donc règlement complémentaire à la révision du règlement sur les permis et les certificats, donc le projet de règlement 255-2021 qui a été présenté dans une vidéo précédente. Donc, ce règlement est en processus d'adoption. Le premier projet a été accepté euh, à la séance du conseil municipal du 7 septembre dernier. Donc, ce nouveau règlement complémentaire, de manière générale, se veut en fait le règlement regroupant toutes les définitions, à la fois pour le nouveau règlement, projet de règlement en fait sur les permis et certificats, donc projet de règlement 255-2021, de même que le règlement de zonage et le règlement de lotissement actuellement existants. Donc, comme nous pouvons le voir ici à l'article 2, l'article 3.1 du règlement de lotissement 159-2013, intitulé Interprétation des termes, est remplacé par ce qui suit. Donc, les définitions contenues à l'article 1.7 du règlement de zonage 158-2013 s'appliquent pour valoir comme si elles étaient ici au long reproduites, sauf si celles-ci sont incompatibles ou à moins que le contexte n'indique un sens différent. Par la suite, une fois de plus, l'article 1.7 du règlement de construction numéro 160-2013, intitulé Interprétation des termes, est remplacé par ce qui suit. Donc, une fois de plus, les définitions contenues à l'article 1.7 du règlement de zonage 158-2013 s'appliquent pour valoir comme si elles étaient ici au long reproduites, sauf si celles sont incompatibles, à moins que le contexte n'indique un sens différent. Par la suite, article 4, terminologie regroupée dans le zonage, donc le règlement 158-2013 dont il est fait mention à l'article 2 et à l'article 3. L'article 1.7 du règlement de zonage 158-2013, intitulé Interprétation des termes, est remplacé par l'article suivant intitulé Terminologie. C'est-à-dire que l'article 1.7 du règlement de zonage qui contient les définitions, dont les définitions du règlement 160-2013, règlement de construction, et 159-2013, règlement de lotissement, et dont le renvoi était fait au règlement 158-2013, eh bien, le renvoi est désormais fait au règlement ici, donc le projet de règlement 256-2021, qui regroupe, comme je le disais, toutes les définitions pour le règlement de zonage, le règlement de lotissement, le règlement de construction et le nouveau règlement sur les permis et certificats. Donc, la plupart des définitions ont été reprises. Je ne vais pas vous présenter chacune des définitions une à une, mais bien les définitions qui ont fait l'objet de modifications, d'ajouts ou de retrait. Donc, nous allons vous présenter ces modifications. Les modifications en vert représentent des ajouts et les modifications en rouge représentent des retraits. Il y a certaines définitions qui sont en rouge. Ces définitions ont été retirées complètement du règlement, soit parce qu'il s'agissait de doublons, soit parce qu'il y avait une autre définition trop similaire dans le règlement et qu'il pouvait y avoir des confusions, ou bien parce qu'il n'y avait aucun renvoi ou en fait aucune correspondance dans aucun règlement à ces définitions. Donc, lorsque les définitions seront en rouge, je ne vous lirai pas l'entièreté de la définition, mais plutôt seulement le titre ou la terminologie qui a été retirée. Donc, allons-y tout de suite. Donc, la première définition ajoutée est celle d'abri à bateau. Donc, nous définissons un abri à bateau comme un ouvrage exclusivement construit sur pieux ou pilotis, pouvant être recouvert d'un toit et constitué d'un maximum de 3 côtés ne touchant pas à l'eau. L'abri peut être rattaché à un quai et destiné à protéger les embarcations. Par la suite, nous avons apporté une modification à la définition d'abri pour véhicules motorisés attenants. Donc, maintenant, nous définissons, entre autres, un abri pour véhicules motorisés attenants comme un abri destiné à abriter de manière principale, donc ici, principalement, des véhicules motorisés. Nous avons également apporté certaines modifications à la définition d'abri pour véhicules motorisés. Donc, nous avons remplacé l'expression isolé par détaché afin d'avoir une cohérence avec les autres définitions. Et nous avons également modifié la définition d'abri pour véhicules motorisés en définissant, entre autres, que ces abris sont destinés à abriter principalement des véhicules motorisés. Par la suite, même chose pour les abris d'hiver ou les abris d'auto temporaires. Nous avons précisé que ces abris
servait à abriter principalement un ou plusieurs véhicules ou à en faciliter la circulation des piétons durant la saison hivernale. Nous avons retiré la définition d'affectation du sol. Nous avons retiré la définition de bâtiment accessoire. Pour la définition de camp forestier, de chasse ou de pêche, nous avons modifié la définition de sorte que cette définition répondait aux critères de l'usage A115 du chapitre 3 du règlement de zonage, qui, au niveau de l'usage agricole, vient déjà définir les camps forestiers de chasse et de pêche. Par la suite, nous avons retiré la définition de chalet. Au niveau de la définition de chambre, nous avons remplacé l'expression pièce où l'on couche par pièce où l'on dort, afin d'avoir une terminologie plus standard. À la définition de chenil, nous avons ajouté qu'un chenil peut également être un bâtiment dans lequel sont hébergés des chiens. Au niveau de la définition de cimetière d'auto ou de carcasse automobile, de la même manière que les abris d'auto, nous avons ajouté qu'il s'agit d'un endroit à ciel ouvert où on accumule principalement des véhicules, de la ferraille ou des objets, de même que divers lieux automobiles plutôt que des objets quelconques. Nous avons retiré la définition de commerce de service. Au niveau de la définition de construction, nous avons ajouté que les affiches, les panneaux réclames ou enseignes ne sont toutefois pas considérés comme des constructions. Nous avons ajouté la définition de coupe d'assainissement. Donc, une coupe d'assainissement se définit par un abattage ou une récolte d'arbres déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres. Au niveau de la définition de cour arrière, nous avons ajouté à l'alinéa 3 le terme principal. Donc, cet alinéa devient désormais lorsque le terrain est borné par le fleuve Saint-Laurent et non adjacent à une rue publique. La cour arrière est celle du côté de la façade principale du bâtiment et le côté du fleuve constitue la cour avant. Il s'agit principalement d'un ajout afin de clarifier cette définition. Par la suite, nous avons retiré les définitions de façade principale et faite du toit, mais nous avons ajouté la définition de fermette. Donc, une fermette se définit par un usage complémentaire à un usage d'habitation permettant l'élevage artisanal de volailles et de lapins uniquement. Nous avons également ajouté la définition de fin commerciale qui se définit par une fin qui comprend les travaux, constructions ou projets réalisés liés aux activités commerciales et de services de gros et de détail. Sont réputés à des fins commerciales tous les travaux et aménagements effectués sur une propriété utilisée à des fins commerciales. Nous avons ajouté la définition de fin d'accès public. Donc, une fin d'accès public se définit comme les travaux, constructions, ouvrages ou projets qui donnent accès au plan d'eau en vue d'un usage public ou pour un groupe d'individus. De façon non limitative, l'accès au plan d'eau comprend des rampes de mise à l'eau pour les embarcations, les voies d'accès à ces rampes, les aménagements donnant accès à une plage et les chemins et les rues permettant l'accès à un lac ou un cours d'eau à tous ceux qui détiennent un droit de passage sur le dit chemin. Ces travaux peuvent être réalisés par un organisme public ou privé, par une association ou par un individu qui en permet l'usage moyennant une forme quelconque de rétribution. L'ajout de la définition fin industrielle qui se définit comme les travaux, constructions ou projets réalisés pour les besoins d'une industrie ou sur une propriété à vocation industrielle. De la même manière, la nouvelle définition de fin municipale se définit comme les travaux, constructions ou projets réalisés par la municipalité ou pour son bénéfice. À titre d'exemple, mentionnons les travaux de réseau d'égouts, d'aqueducs, les édifices municipaux, les parcs, etc. Au niveau de l'ajout de définition pour fins publiques, les fins publiques se définissent comme les travaux, ouvrages ou projets destinés à un usage collectif du public ou d'un groupe d'individus réalisés par un organisme public ou privé à but non lucratif. De façon non limitative, les services publics tels que les réseaux de transport et de distribution de l'électricité, du gaz, du câble et du téléphone, ainsi que les aménagements phoniques sont considérés comme étant à des fins publiques. Donc, nous prenons bien le soin de
d'indiquer qu'il s'agit de manière non limitative ces exemples. Il s'agit donc d'exemples de travaux qui peuvent relever de fins publiques. Par la suite, l'ajout de la définition fin privée. Donc, les fins privées comprennent les travaux, constructions et ouvrages ou projets qui ne sont pas destinés à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou d'accès public, c'est-à-dire toutes les fins que nous avons définies précédemment. Les travaux à des fins privées comprennent tous les travaux réalisés pour l'usage exclusif d'un particulier et de sa famille immédiate et qui sont rattachés à une résidence personnelle, qu'elle soit permanente ou saisonnière, ainsi que les travaux effectués par un agriculteur. Par la suite, nous avons retiré la définition de friche. Au niveau de la définition de galerie, nous avons ajouté certaines modifications qui font en sorte que la définition se lit maintenant comme suit. Donc, plateforme disposée en saillie sur un mur d'un bâtiment principal non fermé, pouvant être protégée par une toiture pouvant permettre de communiquer, donc il s'agit d'un ajout, avec une pièce intérieure dont les ouvertures peuvent être pourvues de moustiquaires et pouvant comprendre un escalier extérieur qui mène au terrain. Donc, dans cette définition, nous avons ajouté que les galeries peuvent permettre de communiquer avec une pièce intérieure et dont les ouvertures de la galerie peuvent être pourvues d'un moustiquaire. Au niveau de la définition de garage intégré ou attenant, tout comme la définition des abris, nous avons clarifié qu'un garage intégré ou attenant permet de manière principale, donc ici principalement, le remisage des véhicules utilisés par les occupants du bâtiment principal. Au niveau de la définition de garage détaché privé, nous avons remplacé l'expression isolé par détaché afin d'être cohérent avec l'ensemble du règlement. Nous avons supprimé la définition de garderie. Nous avons supprimé la définition de grenier ou entretoit. Par la suite, dans la définition hauteur du bâtiment en mètres, nous avons supprimé l'expression en mètres afin que cette définition porte désormais le titre de hauteur du bâtiment seulement, puisque nous disons que toutes les mesures sont dans le système métrique et nous définissons les mesures métriques plus loin dans le règlement. Par la suite, nous avons également clarifié que le renvoi à la figure 2 de l'annexe 6 est celle du règlement 158-2013, donc le règlement de zonage. Au niveau de l'immunisation, nous avons clarifié que la définition s'applique pour tout dommage pouvant être causé par un aléa naturel. Donc, par le passé, seul l'aléa inondation était visé. Maintenant, ce sont tous les aléas naturels qui sont visés par la définition d'immunisation. Au niveau de la définition de lac artificiel, nous avons modifié la définition de telle qu'elle se lit maintenant comme suit, étendue d'eau créée par une intervention humaine. Nous avons également modifié la définition de largeur frontale minimale d'un terrain ou d'un lot afin qu'elle se lise de la manière suivante. Signifie la distance mesurée sur la ligne avant d'un terrain ou lot le long de la limite de l'emprise de la voie de circulation entre les lignes latérales. Ici, par la suite, à la définition de ligne arrière, nous avons clarifié que le renvoi au croquis numéro 1 de l'annexe 2 était l'annexe 2 du règlement 158-2013, donc le règlement de zonage. Même chose pour la définition de la ligne avant, donc le renvoi est vers les croquis numéro 1, 3 et 4 de l'annexe 2 du règlement de zonage 158-2013. Nous avons supprimé pour la définition de ligne des hautes eaux, en fait, la partie ou ligne naturelle des hautes eaux, de sorte que la définition, le titre de la définition, en fait, ou le terme défini est simplement ligne des hautes eaux. Par la suite, au niveau des lots en cul-de-sac, nous avons clarifié le renvoi afin de supprimer le renvoi, en fait, l'expression disant du règlement de zonage municipal par le règlement 158-2013, qui est le règlement de zonage municipal, mais cette modification est présente afin de clarifier la disposition. Au niveau de la définition de l'eau riverain, nous avons ajouté une partie à la définition, en fait, qui fait en sorte que la définition se lit maintenant comme suit.
Donc, l'eau dont une partie quelconque de ses limites est adjacente à la ligne des hautes eaux. Par la suite, tel que mentionné dans la présentation du règlement 255-2021, donc le nouveau projet de règlement sur les permis et certificats, nous avons en fait migré la définition qui se trouvait dans ce règlement de maison d'habitation au présent règlement, donc le règlement 256-2021, qui est le règlement complémentaire au règlement 255-2021 sur les permis et certificats. Donc, la définition de maison d'habitation qui était dans le règlement 255-2021, donc maison d'une superficie d'au moins 21 mètres carrés qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations. Donc, je vous rappelle que c'est exactement la même définition qui a été reprise. Par la suite, au niveau des divisions de marge de recul arrière, marge de recul avant et marge de recul latérale, nous avons supprimé la partie disant qu'il s'agit de synonymes de marge arrière minimale, marge avant minimale et marge latérale minimale. Et nous avons clarifié le renvoi à l'annexe 2 pour dire qu'il s'agit de l'annexe 2 du règlement 158-2013, donc règlement de zonage. Au niveau de la définition de milieu aquatique, nous avons remplacé l'expression aquatique par hydrique. Donc, la définition sera désormais celle de milieu hydrique. Au niveau de la définition d'opération cadastrale, nous avons ajouté que les modifications d'opération cadastrale sont maintenant couvertes par la définition. Nous avons supprimé les définitions de permis de construction, permis de rénovation, permis d'agrandissement et permis de lotissement. Au niveau de la définition de la plaine inondable, nous avons ajouté beaucoup de clarifications à la définition. Donc, la définition de plaine inondable se lit maintenant comme suit. Étendue de terre occupée par les eaux d'un cours d'eau ou d'un lac en période de crue. Elle correspond à l'étendue géographique des secteurs vulnérables aux inondations montrés, soit sur une carte dûment approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la protection des plaines inondables, de même que sur des plans de zonage faisant partie du règlement de zonage de la municipalité. Par la suite, la plaine inondable comprend deux zones. Donc, la zone de grand courant qui correspond à une zone pouvant être inondée par une crue de récurrence 20 ans ou la crue, comme on l'appelle communément, 0-20 ans. De même, la zone de faible courant correspond à la partie de la zone inondable au-delà de la limite de grand courant 0-20 ans et jusqu'à la limite de la zone inondable 20-100 ans. Finalement, s'il survient un conflit dans l'application de différents moyens et qu'ils sont tous susceptibles de régir une situation donnée selon le droit applicable, la plus récente carte ou la plus récente code d'inondation, selon le cas, dont la valeur est reconnue par le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, le MELCC, devrait servir à délimiter l'étendue de la plaine inondable. Par la suite, nous avons supprimé la définition de plan de lotissement. Au niveau de la définition de rénovation, nous avons ajouté qu'une rénovation est un travaux dont 50% de la structure de la construction demeure inchangée. Dans la définition de revégétalisation des rives, nous avons ajouté que les travaux de revégétalisation des rives peuvent consister à redonner par la plantation de végétaux, d'arbres, d'arbustes et d'herbacées un caractère naturel aux rives. Donc, les herbacées ont été rajoutées aux travaux, en fait, les plantations d'herbacées ont été rajoutées aux travaux de revégétalisation des rives. Au niveau de la définition de la rive d'un lac ou d'un cours d'eau, nous avons ajouté cette dernière partie. Donc, d'autre part, dans le cadre de l'application de la loi sur l'aménagement durable des forêts du domaine de l'État, des mesures particulières sont prévues pour la rive. Donc, dans le cas de chemins forestiers en terrain public, d'autres mesures qui se trouvent dans la loi sur l'aménagement durable des forêts du domaine de l'État peuvent s'appliquer en plus des dispositions prévues dans la présente définition de rive d'un lac ou d'un cours d'eau.
Au niveau de la définition des rues, routes ou chemins privés, nous avons modifié l'expression autorisation de passer par autorisation d'y circuler afin d'adopter un vocabulaire plus standard. À la définition de secteur de zone, nous avons ajouté ou un nombre afin de faire en sorte que les zones ne sont pas seulement celles avec un chiffre, c'est-à-dire de 1 à 9, mais bien celles avec un nombre, donc toutes les zones ayant un numéro supérieur à 10. Nous avons par la suite supprimé la définition de sentier récréatif. Nous avons supprimé la définition de superficie minimale de plancher au premier étage. Nous avons ajouté la définition de superficie maximale de plancher par municipalité qui se définit comme suit. Donc, superficie totale de plancher de l'ensemble des unités d'élevage porcin comprises dans la municipalité. Nous avons supprimé les définitions de terrain desservi, terrain partiellement desservi et terrain non desservi. Nous avons ajouté la définition d'unité foncière vacante qui se définit comme propriété où il n'y a pas de résidence ou de chalet. Pour des fins de construction résidentielle en zone agricole, la propriété est considérée comme étant vacante même si on y retrouve des bâtiments secondaires, des abris forestiers, des cabanes à sucre, des bâtiments agricoles ou des bâtiments commerciaux, industriels ou institutionnels. Nous avons supprimé la définition d'usage mixte et la définition d'usage principal. Enfin, nous avons supprimé la définition de zone mixte. Par la suite, l'article 5 stipule que l'article 15.1 du règlement de zonage 158-2013, intitulé « Affiches autorisées sans permis », est abrogé, puisque nous avons intégré la définition des affiches autorisées sans permis au projet de règlement 255-2021, donc le règlement sur les permis et certificats, présenté dans une autre vidéo. Par la suite, l'article 6 et l'article 7 sont des articles standards d'entrée en vigueur du règlement et de validité du présent règlement. C'est donc ce qui conclut la présentation du projet de règlement 256-2021, projet complémentaire à la révision du permis et des certificats. Si vous avez des questions en lien avec ce nouveau règlement, nous vous invitons à les faire parvenir à moi-même, Yannick Bourque, à l'adresse courriel urbanisme@commerciallillet.com ou au 418-247-3060 au poste 227. Vous avez jusqu'au jeudi 14 octobre 2021 à 16 h pour faire parvenir vos questions. Après quoi, si des questions ont été reçues, il y aura une période de consultation et de réponse aux questions le jeudi 14 octobre à 19 h, dont l'information sera disponible sur le site Internet sous peu. Merci beaucoup.